Aïcha, une femme immensément riche et influente, vivait dans un grand manoir isolé, entouré de vastes jardins, d'écuries imposantes, et d'allées bordées de cyprès qui s'étendaient à perte de vue. Sa demeure, située en bordure d'un quartier défavorisé, contrastait avec le décor modeste des habitations voisines. Connue pour sa générosité et son implication dans la communauté, Aïcha n'hésitait jamais à tendre la main aux habitants de ce quartier, en particulier aux plus démunis, en leur offrant des petits emplois dans sa vaste propriété. À ses yeux, sa richesse devait être partagée avec ceux qui en avaient besoin, et elle voyait ces initiatives non seulement comme une forme de charité mais aussi comme un moyen de créer des liens avec ceux qui l'entouraient. Elle proposait souvent des travaux d'entretien, comme le soin des jardins où elle cultivait des plantes exotiques et rares, le nettoyage des écuries où ses chevaux étaient soigneusement gardés, ou encore des tâches de ménage dans les différentes ailes de la maison. Son manoir, bien que luxueux et imposant, accueillait ses visiteurs avec une sorte de chaleur discrète, surtout lorsqu'ils étaient au service d'Aïcha et de ses besoins. Pour les habitants du quartier, surtout ceux qui luttaient pour nourrir leur famille, cette opportunité représentait bien plus qu'un simple travail. C'était une chance rare de gagner un peu d'argent dans un cadre presque féerique, loin de la dureté de leur quotidien. Beaucoup voyaient en Aïcha une figure bienveillante, presque protectrice, et la remerciaient chaleureusement pour sa générosité. À chaque tâche accomplie, ils repartaient avec une somme suffisante pour acheter de la nourriture, payer quelques factures, ou parfois simplement pour offrir un instant de répit à leurs proches. Cette relation qu'Aïcha entretenait avec les gens du quartier créait une dynamique particulière, faite de respect mutuel et de gratitude. Elle aimait discuter avec ceux qui travaillaient pour elle, prenant des nouvelles de leur famille, écoutant leurs histoires et leurs préoccupations. Elle leur témoignait une attention sincère, et cette écoute renforçait la fidélité de ses aides, qui la voyaient presque comme une figure maternelle ou protectrice. Certains des jeunes qu'elle embauchait pour des travaux de jardinage ou de maintenance considéraient même Aïcha comme une sorte de mentor, inspiré par sa réussite et par la manière dont elle usait de son influence pour le bien de la communauté. Un jour, après une longue journée à superviser les tâches dans le manoir, Aïcha réalisa avec horreur que son collier en or avait disparu. Ce bijou n'était pas seulement un symbole de sa richesse et de son statut, mais aussi le gardien d'une mémoire familiale précieuse, transmis de mère en fille, de génération en génération. Ce collier avait appartenu à sa grand-mère, une femme au caractère ferme et bienveillant, qui avait façonné les valeurs d'Aïcha depuis son plus jeune âge. Il était le symbole de tout ce qu'elle avait appris de cette femme forte, la générosité, l'intégrité, la résilience. Pour Aïcha, perdre cet objet revenait à perdre une partie d'elle-même, un lien inestimable avec ses racines et les souvenirs précieux de son enfance. En constatant son absence, une vague d'angoisse et de tristesse s'empara d'elle, et plus elle tentait de chasser cette pensée, plus la douleur devenait insupportable. Déterminée à retrouver ce bien précieux, Aïcha se mit à chercher frénétiquement dans chaque recoin du manoir. Elle fouilla chaque pièce, ouvrit tous les tiroirs, examina chaque meuble, chaque placard, retournant coussins et tapis avec une nervosité grandissante. Ses pas résonnaient dans les couloirs, son souffle court témoignait de l'urgence qu'elle ressentait. Mais malgré tous ses efforts, le collier restait introuvable, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Alors que l'inquiétude la submergeait, un sentiment de trahison commença à s'installer dans son esprit. Comment un objet si précieux, toujours gardé près d'elle, avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Elle commença à repasser en mémoire les personnes présentes au manoir ce jour-là, ceux qui avaient eu accès aux différentes pièces de la maison. Lentement, des soupçons se formèrent en elle, malgré elle, comme une ombre s'infiltrant dans ses pensées. Le manoir était pourtant un lieu de confiance, où elle accueillait les habitants du quartier, leur donnant une opportunité rare de travailler dans un cadre prestigieux. Elle se surprit à envisager que l'un d'eux, peut-être poussé par la nécessité ou la tentation, aurait pu voler son collier. Cette pensée la bouleversait autant qu'elle l'effrayait, elle qui avait toujours fait preuve de générosité envers les autres, elle qui croyait en la bonté et en la dignité de chacun, se sentait pour la première fois vulnérable, comme si un voile s'était déchiré. Sa confiance, jusqu'alors inébranlable, vacillait face à cette réalité impensable. Rapidement, ses pensées convergèrent vers James, un jeune homme noir de 17 ans qui venait régulièrement l'aider au jardin. James était discret, presque timide, un garçon réservé qui accomplissait chaque tâche avec sérieux et respect. Il travaillait en silence,
ne cherchant jamais à attirer l'attention sur lui, se glissant dans le décor du manoir avec une facilité qui pouvait presque le rendre invisible. Pourtant, dans l'agitation et l'angoisse qui accompagnaient la perte de son collier, Aïcha se surprit à laisser émerger des doutes qu'elle n'avait peut-être jamais osé formuler, des préjugés qu'elle ignorait même peut-être avoir. Sous le poids de ses émotions, elle se laissa emporter par une méfiance insidieuse, une petite voix intérieure qui murmurait que peut-être, James, avec sa jeunesse et sa position modeste, aurait pu être tenté par la richesse étalée autour de lui. Elle savait pourtant qu'il venait d'une famille respectable, qu'il ne posait jamais de questions, n'essayait jamais de profiter de sa position privilégiée pour obtenir plus qu'il ne méritait. Mais cette pensée, irrationnelle, la hantait, alimentée par la panique et l'impression d'avoir été trahi. Ses souvenirs de lui, souvent repliés sur lui-même, travaillant dans le jardin en silence, se teintaient désormais d'une méfiance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Peut-être que c'est cette discrétion qui cache quelque chose, pensait-elle, s'interrogeant sur ce garçon qu'elle avait pourtant toujours vu comme un travailleur honnête. Son esprit se mit à réécrire des scènes anodines, transformant ces moments de réserve en signes de dissimulation. La dernière fois qu'elle l'avait vu, penché sur ses outils, le visage concentré, lui revint en mémoire, et soudain, elle y perçut un air de mystère qu'elle n'y avait jamais vu. Comment avait-elle pu être si naïve? Elle s'en voulait presque de lui avoir accordé une confiance aveugle, oubliant, dans ce tumulte intérieur, que James n'avait jamais rien fait pour mériter une telle suspicion. Au fond d'elle-même, Aïcha se sentait tiraillée. Elle se savait vulnérable, ébranlée par la perte d'un objet si précieux, et pourtant, elle se détestait de laisser ses pensées dériver vers des accusations fondées uniquement sur des suppositions et des impressions. James avait été irréprochable jusqu'ici, travaillant sans relâche, acceptant même de venir en dehors de ses heures habituelles quand elle le lui demandait. Malgré cela, une voix plus sombre continuait de s'immiscer, instillant des doutes et renforçant cette image de lui comme un potentiel coupable. Aïcha, profondément troublée, commença à arpenter les couloirs du manoir, son regard perdu, absorbé par la sensation intolérable de cette perte. À chaque pas, son esprit, emporté par l'agitation, revivait des souvenirs de James dans le jardin, sa silhouette mince et discrète, ses mains souvent terreuses mais précises, s'occupant des rosiers, dégageant les allées. Elle se rappelait sa manière de se fondre dans le décor, d'être toujours en retrait, son regard souvent baissé, attentif à chaque détail de la végétation luxuriante qui l'entourait. À présent, ce calme et cette tenue, jadis signe de respect, prenaient dans son esprit la forme d'un mystère, d'une dissimulation. L'angoisse de la perte se muait en une colère sourde, transformant peu à peu sa peine en un ressentiment irrationnel. C'est lui, je le sais, se répétait-elle, une conviction sourde prenant forme malgré elle. Cette pensée, qui jusque-là n'était qu'un murmure de suspicion, s'enracinait avec force. Dans son esprit, chaque souvenir de James travaillant en silence se réécrivait, son allure tranquille devenait suspecte, sa discrétion un voile derrière lequel elle imaginait maintenant une intention cachée. Le soupçon s'emparait d'elle comme une ombre, obscurcissant ses jugements et ternissant ses souvenirs de moments d'entraide avec les habitants du quartier. Aïcha parcourait les pièces de sa demeure, les mains serrées, ressentant dans chaque fibre de son être une amertume qui ne lui ressemblait pas. Elle se surprit même à repenser au jour où elle avait accueilli James pour la première fois, offrant un travail à ce jeune homme timide et respectueux, croyant sincèrement l'aider à sortir de la précarité. Comment ai-je pu être si naïve, pensa-t-elle amèrement. Elle se reprochait presque de ne pas avoir été plus vigilante, d'avoir offert sa confiance avec tant de facilité, aveuglée par sa propre générosité. Chaque pas qu'elle faisait dans le manoir amplifiait cette sensation de trahison, lui faisant revivre les gestes simples du jeune homme, mais cette fois, teintés de soupçon. Quelques jours plus tard, Aïcha convoqua tous les domestiques dans la grande salle d'audience, y compris James. Ils se rassemblèrent, tête baissée, anxieux face à ce soudain appel. La vaste pièce, d'ordinaire silencieuse, était empreinte d'une tension palpable, chaque souffle résonnant comme un écho dans les hauts murs de marbre. Au fond de la salle, James observait discrètement la scène, incertain des raisons de ce rassemblement, mais devinant qu'il pourrait être au centre de cette convocation. Son cœur battait avec force, ses mains tremblaient légèrement, mais il se redressa, essayant de maintenir un air de dignité malgré l'inquiétude qui lui nouait l'estomac. Aïcha, assise sur un fauteuil imposant, les observait d'un regard perçant, ses yeux fixés avec insistance sur lui.
Elle se redressa légèrement, le silence devenant presque insupportable, puis, d'une voix glaciale qui fit frissonner l'assemblée, elle lança « James, approche ». Ces mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Le jeune homme avança lentement, conscient des regards qui pesaient sur lui. Les autres domestiques, partagés entre la crainte et la curiosité, murmuraient à peine, chuchotant des suppositions sur ce qu'on pouvait bien reprocher à leurs collègues. James leva la tête, malgré le poids de l'angoisse, et se planta dignement devant la reine. Aïcha le fixa longuement, avant de briser le silence d'une voix sèche. « Où est mon collier ?» Sa question fusa comme une lame, tranchante et impitoyable. Le regard inquisiteur d'Aïcha ne quittait pas son visage, scrutant le moindre signe de culpabilité. Pris de court, James fronça les sourcils, confus. « Votre collier, Majesté ? Je ne comprends pas. » répondit-il d'une voix hésitante, ne cachant pas sa surprise. Aïcha, visiblement irritée par ce qu'elle percevait comme une esquive, se leva brusquement, sa colère déformant ses traits nobles. « Ne fais pas l'innocent », lança-t-elle d'un ton acerbe. « Tu es le dernier à avoir été dans le jardin près de ma fenêtre. Tu avais tout le temps de me voler. » Un murmure de stupéfaction traversa la salle. Les domestiques échangèrent des regards incrédules, sidérés par la gravité de l'accusation. James, déstabilisé, secoua lentement la tête, essayant de rassembler ses pensées face à cette accusation soudaine. « Non, Majesté, je vous assure que je n'ai rien pris. Je ne toucherai jamais à vos affaires, je vous en fais le serment. » Les mots de James semblaient sincères, mais le regard méfiant d'Aïcha ne vacilla pas. Elle croisa les bras, le visage fermé. « Alors explique-moi pourquoi tu étais le dernier à proximité de ma fenêtre. Devrais-je croire que tu étais là par hasard ?» James, ressentant la brûlure de l'injustice monter en lui, prit une profonde inspiration. « Majesté, j'étais près du jardin pour arroser les rosiers comme chaque matin. Vous savez que je m'occupe des jardins. Je n'ai aucunement touché à votre collier. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant la douleur qu'il éprouvait face à cette accusation infondée. Aïcha, malgré l'assurance du jeune homme, n'était pas prête à laisser cette affaire sans réponse. Elle le scruta encore un instant, pesant chacune de ses paroles, puis se tourna vers les autres domestiques, espérant déceler un regard coupable ou une réaction qui trahirait la vérité. Mais le silence resta total, lourd, presque étouffant. Samira, qui se tenait en retrait, observait la scène avec une inquiétude grandissante. Elle connaissait l'attachement profond d'Aïcha pour ce collier, un bijou qui lui avait été offert par sa mère et qu'elle portait lors des moments les plus importants de sa vie. Pourtant, Samira craignait que cette colère incontrôlée ne la pousse à commettre une injustice. Elle savait combien il était facile, sous l'emprise de l'émotion, de voir la culpabilité là où il n'y en avait pas. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança timidement, tentant de calmer la situation. « Majesté, peut-être pourrions-nous fouiller les lieux avant de tirer des conclusions ? Il est possible que le collier ait été déplacé par inadvertance, ou qu'il soit tombé quelque part dans le jardin. » suggéra-t-elle d'une voix douce, espérant apaiser l'orage. Mais Aïcha, les lèvres serrées et le regard dur, ignora complètement cette tentative de raison. Son attention se reporta sur James, son visage se crispant davantage. « Je ne tolérerai pas que tu me mentes, James. Si tu avoues maintenant, je pourrais être clémente. Mais si tu persistes à nier, tu seras puni pour ton crime. » Sa voix claquait, tranchante comme une lame, tandis qu'elle fixait intensément le jeune homme, cherchant la moindre faille dans son expression. James, bien que terrifié, ne baissa pas les yeux. Son cœur battait à tout rompre, mais il refusait de se laisser accuser à tort. Il savait qu'avouer un crime qu'il n'avait pas commis était un affront à sa dignité, et malgré la peur qui s'insinuait en lui, il répondit d'une voix calme et posée, « Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, un acte de courage face au jugement implacable de la reine. L'agacement d'Aïcha se transforma en rage froide. Elle ne perdit pas une seconde de plus et attrapa un téléphone posé sur une table proche. Sans hésitation, elle composa un numéro, jetant à peine un coup d'œil autour d'elle. « Je vais appeler la police. Ils sauront le faire parler », annonça-t-elle d'un ton glacial, ses yeux rivés sur James comme une prédatrice prête à fondre sur sa proie. Samira, choquée par la tournure des événements,
sentit une boule d'angoisse lui serrer la gorge. Elle ne pouvait pas rester silencieuse alors qu'une injustice risquait de se commettre sous ses yeux. Elle s'avança de nouveau, prenant son courage à deux mains. « Votre Altesse, sans preuve, ce serait une injustice. Vous savez combien James a toujours été respectueux et travailleur. Ne laissez pas une accusation hâtive entacher sa réputation. Je vous en prie, Majesté, réfléchissez. » Mais les paroles de Samira semblèrent rebondir sans effet sur la reine, comme des gouttes d'eau sur la pierre. Aïcha, aveuglée par la colère et convaincue de la trahison de James, la fixa avec une froideur implacable. « Il n'y a pas de doute, Samira. Il est coupable. Je le ressens dans chacun de ses regards, dans chaque mot hésitant qu'il prononce. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce, chaque domestique retenant son souffle, impuissant face à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. James, dont le visage reflétait à la fois la peur et la dignité, jeta un regard désespéré autour de lui, espérant une voix de raison qui pourrait le défendre. Mais personne n'osa intervenir, écrasé par le poids de l'autorité de la reine et la tension qui s'était abattue sur la salle. Samira, luttant contre un sentiment d'impuissance, échangea un regard avec James, comme pour lui signifier qu'elle n'abandonnerait pas. Elle savait qu'il fallait agir, et vite, avant que la situation ne dégénère. Quelques minutes plus tard, des policiers en uniforme, accompagnés par un commissaire au visage sévère, pénétrèrent dans le hall grandiose du palais. Le silence se fit plus lourd encore, chaque domestique retenant son souffle. Le commissaire, un homme d'âge mûr à l'allure austère, s'avança avec une révérence respectueuse devant Aïcha. « Majesté, nous avons reçu votre appel. Que puis-je faire pour vous ?» Sans la moindre hésitation, Aïcha leva la main pour pointer James, ses yeux étincelants de colère. « Ce garçon a volé mon collier. Emmenez-le au poste, qu'il s'explique devant vous. » Sa voix était aussi froide que la pierre, et ses mots résonnaient comme un jugement irrévocable. James, pétrifié et pâle comme un fantôme, chercha désespérément quelque chose à dire, mais sa gorge semblait nouée. Au fond de lui, il savait qu'aucune explication ne changerait le verdict. Dans l'ombre de l'autorité d'Aïcha, ses protestations d'innocence étaient aussi fragiles que des feuilles dans le vent. Il sentit les regards lourds des autres domestiques posés sur lui, mais aucun ne s'avançait. Il savait qu'intervenir ne ferait que sceller leur propre sort. Les policiers s'approchèrent de James avec une efficacité froide et implacable, lui passant sans ménagement les menottes au poignet. Le cliquetis métallique sembla briser le silence pesant de la pièce, et un frisson traversa les rangs des domestiques. Samira, les yeux remplis d'un désespoir muet, lança un dernier regard d'imploration à Aïcha, mais cette dernière détourna le regard, le visage dur et inflexible. Conduit hors du palais, James avançait, les épaules basses mais le regard droit, son visage marqué par un mélange de peur et de dignité. Autour de lui, les autres domestiques, toujours immobiles, s'écartèrent lentement sur son passage, comme pour éviter de croiser son regard. Ils ressentaient tous un poids oppressant, car ils savaient que s'opposer aux ordres d'Aïcha était hors de leur portée. Et pourtant, un sentiment de culpabilité les envahissait, une sensation amère de lâcheté face à cette injustice criante. Alors que les lourdes portes du palais se refermaient derrière lui, James jeta un dernier coup d'œil à l'intérieur, mémorisant les visages de ceux qu'il avait considérés comme une seconde famille. Il ressentit une vague de tristesse et d'abandon, se demandant si l'un d'entre eux oserait défendre son honneur en son absence. Sur le chemin vers le poste, James resta silencieux, le visage crispé, la mâchoire serrée. Son cœur battait à toute vitesse, non seulement à cause de la peur de ce qui l'attendait, mais aussi en raison du sentiment profond d'injustice qui le rongeait. Il n'avait rien volé. Il n'avait jamais touché à quoi que ce soit dans le palais d'Aïcha, la riche héritière pour qui il travaillait depuis des années sans le moindre écart. Il ne comprenait pas pourquoi elle le ciblait ainsi, ni pourquoi son regard semblait s'être assombri chaque fois qu'elle l'observait ces derniers temps. Était-ce de la méfiance? Du mépris? James ne parvenait pas à trouver de réponse à ces questions qui tournaient en boucle dans son esprit. Au poste de police, tout sembla aller à une vitesse vertigineuse. Dès son arrivée, les portes claquèrent derrière lui, comme un piège qui se referme, et il fut conduit sans ménagement dans une petite salle d'interrogatoire froide et sans fenêtre. Les policiers, visiblement influencés par le pouvoir et la richesse d'Aïcha,
ne prirent même pas la peine de lui poser des questions sur ses activités ou de chercher des preuves tangibles avant de l'assaillir. À peine assis, la première question tomba avec une brutalité qui le glaça. « Où est le collier, James ?» demanda l'un des policiers d'une voix sèche, son regard perçant le fixant avec une hostilité manifeste. James, abasourdi, déglutit avant de répondre avec autant de fermeté qu'il pouvait encore rassembler, « Je ne l'ai pas pris. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. » Son cœur battait plus fort à chaque seconde, mais malgré sa peur, il s'efforçait de rester calme, de contrôler son souffle. Il répéta son innocence, tentant de faire entendre sa vérité, mais chaque mot semblait se heurter à un mur d'incrédulité. Les policiers, résolus à obtenir des aveux, continuèrent leur interrogatoire, alternant les questions insidieuses et les insinuations perfides, comme s'ils cherchaient à l'écraser, à le faire plier. Les heures passèrent dans cette pièce glaciale, et James sentit peu à peu le désespoir grandir en lui, s'immisçant dans chaque fibre de son être. Il comprenait maintenant que les policiers ne cherchaient pas la vérité. Ils ne le croyaient pas, n'avaient jamais cherché à le croire. Il semblait convaincu de sa culpabilité, enfermé dans une vision binaire où son innocence n'avait aucune place. À chaque tentative de défense, il se heurtait à des regards méprisants et des sourires en coin, comme s'il n'était qu'un coupable pris en flagrant délit qui refusait d'admettre ses torts. Pourtant, il savait qu'il était innocent, mais cette certitude qu'il avait jusque-là soutenue commençait à s'éroder sous la pression insidieuse. Les souvenirs des moments passés dans le palais, de chaque pièce qu'il avait nettoyée avec soin, revenaient le hanter, se transformant malgré lui en images de plus en plus floues. Ses mains tremblaient légèrement, mais il ne céda pas. Chaque seconde de silence de sa part semblait être interprétée comme une preuve de sa culpabilité, chaque mot comme un mensonge. Dans cette salle d'interrogatoire oppressante, James prit alors conscience de la dure réalité qui l'entourait, peu importe combien il clamerait son innocence, le poids des mots d'Aïcha, de son influence, écrasait chaque parcelle de vérité qu'il essayait de faire entendre. Les jours s'écoulèrent, lents et implacables, dans un tourbillon de procédures étouffantes et de regards méprisants. Aïcha, sûre de sa victoire, ne manqua aucun des moments clés de la procédure judiciaire qui suivit. Elle siégeait, toujours élégamment vêtue, dans la salle d'audience, son regard froid et calculateur ne quittant jamais James. Dans son esprit, le doute n'avait jamais eu sa place. Pour elle, l'issue était claire, et sa vérité prévalait sur toute autre. Elle avait affirmé que James, le serviteur docile qu'elle voyait désormais comme un traître, l'avait trahi, et rien, pensait-elle, ne viendrait contester ce jugement. James, lui, se tenait seul, l'ombre de lui-même, usé par des jours de détention et d'interrogatoires oppressants. Son visage, autrefois serein et empli de dignité, était maintenant marqué par la fatigue et le désespoir. Il avait tenté de se défendre, de rappeler les années de loyauté, de service irréprochable. Mais chaque parole avait été balayée, considérée comme des tentatives désespérées d'un homme acculé. Son avocat, démuni face au pouvoir d'Aïcha, n'avait pu que constater l'acharnement de l'accusation. Le manque de preuves tangibles ne semblait gêner personne dans cette salle d'audience où la vérité s'effaçait sous le poids des préjugés et des influences. Le jour du verdict arriva, et le juge, après une délibération brève et sans appel, déclara James coupable de vol aggravé. Le silence tomba sur la salle, lourd, oppressant, comme si même l'air avait cessé de circuler. James ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Coupable. Ce mot résonnait en lui comme une sentence irréversible, scellant son destin de manière implacable. Il tenta de crier son innocence une dernière fois, mais sa voix, brisée et méconnaissable, se perdit dans le brouhaha des murmures et des chuchotements. Puis, le juge prononça la sentence avec une froideur déconcertante, la chaise électrique. Une sentence extrême, d'une cruauté implacable pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Un frisson glacial parcourut la salle, mais personne ne broncha. Aïcha, assise parmi les spectateurs, ne montra pas la moindre émotion, comme si elle contemplait le résultat d'une victoire parfaitement orchestrée. Elle avait triomphé, pensait-elle, et l'idée même que James puisse être innocent ne lui effleurait plus l'esprit. Dans sa cellule, l'attente se transforma en une lente agonie, un supplice invisible qui dévorait chaque parcelle de son esprit. Les jours se succédaient avec une monotonie sinistre, chaque minute passée derrière les barreaux semblant effacer un peu plus son identité, le réduisant à un simple numéro,
un corps enfermé, un condamné sans autre valeur que celle de sa future mort. Les murs épais et gris absorbaient tous les sons, créant un silence oppressant, comme un cercueil sans fin. James fixait souvent le petit carré de lumière qui apparaissait chaque matin à travers la minuscule fenêtre de sa cellule, un rayon de soleil timide qui semblait presque moqueur, rappelant ce qui lui était désormais inaccessible. Les gardiens, indifférents à son sort, passaient devant sa cellule comme des ombres impersonnelles, le surveillant avec des regards froids et détachés, sans la moindre lueur de compassion. Parfois, l'un d'eux lui jetait un regard dédaigneux, comme pour rappeler que, dans ce monde, il n'était plus qu'un criminel condamné, un homme marqué pour disparaître. Les mots durs et les ordres secs martelaient son esprit, chaque mot soulignant la cruauté de son destin. Les nuits, interminables, étaient les pires. James passait ses heures sombres en proie à des insomnies hantées par des cauchemars éveillés. Le silence de la prison était parfois interrompu par les cris lointains d'autres prisonniers, des cris qui résonnaient comme autant de rappels de l'enfer dans lequel il se trouvait. La certitude qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour en homme libre le rongeait, creusant en lui un vide abyssal. Ses souvenirs, autrefois doux et réconfortants, étaient devenus des fantômes qui le poursuivaient, le ramenant sans cesse à une vie de loyauté et de service. Ces moments de bonheur passés s'effilochaient sous le poids de la trahison, des rires d'amis et de collègues qui s'éloignaient, se dissipant dans la noirceur de sa cellule. À chaque souvenir, il ressentait une douleur vive, comme si la trahison de ceux en qui il avait eu confiance le poignardait à chaque battement de cœur. Malgré l'injustice évidente, malgré le vide des preuves qui pesait lourdement contre l'accusation, la sentence s'abattait sur lui comme un couperet implacable. Ce jugement avait été prononcé sans pitié, sans la moindre considération pour la vérité. Il comprenait que, dans cette société, il n'était qu'un pion sacrifiable, une figure invisible dont le destin pouvait être broyé par le pouvoir des privilèges. Le poids des mensonges et des manipulations avait écrasé toute notion de justice. Tandis que le jour fatidique approchait, une étrange résignation s'empara de lui, comme si son esprit se préparait à l'inévitable. La peur et la révolte qu'il avait d'abord consumées s'étaient atténuées, remplacées par une lassitude profonde, presque irréelle. Il se disait que sa mort, bien que cruelle et injuste, serait une forme d'évasion de ce monde où l'innocence comptait moins que le jeu d'influence et de pouvoir. Dans ses dernières réflexions, il cherchait un sens à cette tragédie, se demandant si, quelque part, son histoire servirait d'exemple, si cette injustice pourrait un jour être révélée et changer quelque chose. Mais même cet espoir, aussi infime soit-il, se dissolvait peu à peu dans le néant de sa solitude. Il était seul, sacrifié sur l'autel du pouvoir et de la cruauté humaine, victime d'une société où la vérité pesait moins lourd que les mensonges bien placés, et où la justice n'était qu'une illusion, déformée par les mains de ceux qui pouvaient se l'approprier. Le jour de l'exécution, une tension lourde et suffocante pesait dans l'air, comme si même le bâtiment ressentait la gravité de l'instant. Les murs austères, les visages fermés des gardiens, tout semblait imprégné de ce silence sinistre, seulement brisé par le cliquetis métallique des chaînes de James. Enchaîné, le regard fixe, il avançait d'un pas lent, entouré de gardes impassibles. À chaque pas, son cœur battait plus fort, une peur primitive se mêlant à une étrange détermination. Il sentait une rage silencieuse monter en lui, nourrie par la conscience de l'injustice dont il était victime. Il savait que la fin était proche, mais il refusait de se laisser emporter sans laisser une trace, sans prononcer une parole qui résonnerait au-delà de ses murs. Arrivé devant la chaise électrique, James sentit une vague de froid lui parcourir le corps. C'était ici, cet endroit sinistre où la vie de tant d'autres avait été fauchée, où l'ultime injustice allait se jouer. Ses yeux se posèrent sur le cuir noir de la chaise, sur les sangles, et il sentit une bouffée de désespoir monter en lui. Mais, étrangement, en ce moment d'effroi, sa détermination grandit encore. Il se concentra sur les souvenirs de sa vie, défilant en un éclair devant ses yeux, comme une dernière lueur de ce qui avait été son existence. Des images d'enfance, les visages des gens qu'il avait aimés et ceux qu'il avait trahis, tout se mélangeait en un kaléidoscope de moments intenses et poignants. Dans la salle d'exécution, quelques témoins étaient présents, chacun portant son propre fardeau d'émotions. Certains observaient la scène avec une curiosité morbide, d'autres, par simple devoir, assistaient en silence, le regard fuyant. Parmi eux se trouvait Aïcha, sereine et implacable, son visage fermé, une lueur froide dans le regard. Elle semblait presque satisfaite,
comme si elle était prête à savourer cette ultime victoire. Pour elle, James n'était plus un homme, mais un simple pion sacrifié pour préserver son honneur. D'autres visages, plus anonymes, se détournaient légèrement, incapables de soutenir le regard de celui qui allait être exécuté. Alors que les gardes s'approchaient pour lui passer les chaînes, James sentit une poussée de courage irrépressible, comme un feu qui brûlait en lui malgré la peur. « Attendez !» s'écria-t-il d'une voix forte et ferme, assez pour faire sursauter le personnel et troubler même les spectateurs les plus indifférents. Tous les regards convergèrent vers lui, certains avec curiosité, d'autres avec mépris, se demandant ce qu'un homme condamné pouvait bien avoir à dire dans ces derniers instants. Le responsable de l'exécution, déconcerté par cette interruption inattendue, fronça les sourcils mais finit par acquiescer, légèrement intrigué. « Vas-y, parle. Mais fais vite. » James se redressa, rassemblant toute la force qu'il pouvait encore trouver dans son corps affaibli, puis balaya la salle du regard, cherchant à capter chaque visage, chaque âme présente. « Ce n'est pas moi qui ai volé le collier. Avant que je ne sois réduit au silence, vous devez connaître la vérité sur cette affaire. » Sa voix, tremblante au départ, prit de l'assurance. « C'est Aïcha qui a orchestré tout cela, elle m'a tendu un piège pour me faire porter le chapeau. » Un murmure abasourdi parcourut la salle. La foule, d'abord hésitante, échangea des regards stupéfaits. Certains semblaient prêts à écouter tandis que d'autres chuchotaient entre eux, l'incrédulité visible sur leurs visages. Dans un coin de la salle, Aïcha, élégamment vêtue et drapée de fausse innocence, blêmit légèrement, ses mains se crispant sur son châle. Elle se leva d'un bond, ses yeux brûlants de colère et de peur. « Tu mens, James. C'est absurde. Comment oses-tu m'accuser de la sorte ?» Mais James n'avait plus peur. Il avait enfin trouvé la force de se défendre, et il savait que s'il abandonnait maintenant, il n'aurait jamais une autre chance. « Non, Aïcha, je ne mens pas. Depuis longtemps, tu as voulu te débarrasser de moi. Je le sais parce que je te rappelle trop la pauvreté, ce passé que tu as toujours voulu oublier. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus. J'ai vu ce que tu as fait, et je sais que tu as caché le collier dans un endroit que toi seul connais. » Les policiers échangèrent des regards perplexes et incertains, leurs expressions passant de l'indifférence à la suspicion. L'un d'eux, touché par la détermination dans le regard de James, s'approcha et lui posa une question d'un ton mesuré mais curieux. « Qu'est-ce que tu veux dire, James ? As-tu des preuves de ce que tu avances ?» Saisissant cette lueur d'espoir, James expliqua, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai surpris une conversation entre Aïcha et un homme mystérieux qu'elle a embauché pour faire disparaître les preuves. Elle lui disait que, si nécessaire, elle n'hésiterait pas à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour couvrir ses actes et se débarrasser de quiconque pourrait témoigner contre elle. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant, chaque personne retenant son souffle. La foule, les gardes, et même le responsable de l'exécution semblaient suspendus aux mots de James. Aïcha, se rendant compte que son stratagème risquait de s'effondrer, tenta de se défendre. Mais ses paroles étaient confuses, précipitées, et pour la première fois, elle semblait perdre le contrôle. Ses yeux écarquillés cherchaient des alliés parmi les spectateurs, mais tout ce qu'elle rencontrait, c'étaient des regards méfiants et intrigués. Le responsable de l'exécution finit par lever la main, coupant les protestations d'Aïcha d'un geste autoritaire. « Nous ne pouvons pas procéder à l'exécution tant que des doutes persistent. Il est de notre devoir de chercher la vérité, peu importe où elle mène. » À ces mots, une vague de soulagement envahit la pièce. La tension s'allégea quelque peu, bien que l'incertitude restait palpable. Les policiers prirent note des déclarations de James et échangèrent un regard signifiant qu'il serait nécessaire d'ouvrir une enquête approfondie. Pour la première fois depuis des jours, James sentit que la justice pourrait finalement être de son côté. Épuisé mais soulagé, il jeta un dernier regard vers Aïcha, qui semblait complètement désemparée. Il savait qu'il venait de franchir une étape importante pour prouver son innocence, mais il restait encore un long chemin à parcourir. Pour l'instant, il avait réussi à semer le doute, et il espérait que la vérité éclaterait enfin, dévoilant la perfidie d'Aïcha et l'innocence qu'il avait clamée dès le premier jour. L'enquête qui suivit les révélations de James fut rapide et intense, marquée par une détermination sans faille de la part des enquêteurs.
Conscient que chaque minute comptait pour rétablir la vérité et écarter toute possibilité d'injustice, les policiers mirent en place une stratégie minutieuse pour vérifier les accusations de James. Ils interrogèrent non seulement les membres du personnel du palais, mais aussi des collaborateurs et des associés d'Aïcha, cherchant à recouper les témoignages et à comprendre le fonctionnement exact de son entourage. Chaque recoin du palais fut fouillé, chaque détail de ses allées est venu analysé. Les enregistrements de sécurité furent épluchés, et très vite, des incohérences apparurent dans les déclarations d'Aïcha. Les enquêteurs ne tardèrent pas à recueillir des témoignages d'employés qui, bien qu'inquiets de représailles, acceptèrent de parler. Plusieurs confirmèrent avoir vu Aïcha manipuler des objets de valeur et les dissimuler dans des endroits discrets, comme si elle prévoyait de les faire disparaître pour les utiliser comme levier contre quelqu'un. Certains des domestiques remarquèrent également qu'elle entretenait des conversations à voix basse avec des individus extérieurs, dont un homme mystérieux qui semblait tout autant redouté qu'un flux. Un témoin clé, un vieux jardinier, qui avait servi le palais depuis des années, se présenta spontanément pour témoigner. Il raconta qu'il avait un jour entendu Aïcha, derrière une haie, discuter avec un homme d'un plan visant à se débarrasser d'une personne qui la gênait. Ce témoin oculaire, jusque-là anonyme et modeste, devint la pièce maîtresse de l'enquête. Au fil des jours, les preuves s'accumulèrent. Les documents financiers d'Aïcha révélèrent des transactions suspectes, et des échanges de messages prouvèrent qu'elle entretenait une relation clandestine avec des individus douteux, qui semblaient prêts à tout pour l'aider dans ses intrigues. La vérité éclata progressivement au grand jour. Aïcha avait bel et bien orchestré le vol du collier, se servant de James comme bouc émissaire pour masquer ses propres ambitions de pouvoir et de richesse. La tension atteignit son paroxysme lorsque le commissaire, un homme d'une droiture inébranlable, convoqua Aïcha au poste de police pour un interrogatoire formel. Il la fit asseoir dans la salle froide et austère, face à un miroir sans teint derrière lequel plusieurs enquêteurs observaient chaque geste et chaque mot. Avec un calme calculé, le commissaire commença à lui poser des questions précises et incisives, dévoilant peu à peu les éléments accablants recueillis au cours de l'enquête. Aïcha tenta d'abord de se montrer sereine, niant les accusations avec des airs outrés et accusant les policiers de croire à des mensonges fabriqués. Mais la résistance d'Aïcha s'effrita lorsque le commissaire lui présenta des preuves visuelles, des images de caméras de sécurité où elle apparaissait en train de manipuler le fameux collier avant de le dissimuler dans un coffre personnel, soigneusement dissimulé dans un compartiment de sa chambre privée. À ce moment-là, le masque d'Aïcha tomba. Perdue, acculée, elle éclata en sanglots, alternant entre des accès de colère et des supplications. « C'est une machination. Vous ne comprenez pas, je suis la victime ici. James a toujours cherché à me nuire, et maintenant il réussit. » Ses cris résonnaient dans la salle, mais personne ne semblait ému par ses protestations. Le commissaire, impassible, la fixa droit dans les yeux avant de lui déclarer, d'une voix calme mais ferme, « La seule victime ici, c'est celui que vous avez faussement accusé. La justice ne vous laissera pas échapper à vos responsabilités. » Incapable de se contenir davantage, Aïcha se mit à hurler, perdant définitivement le peu de dignité qui lui restait. Elle lança des regards furieux aux policiers, menaçant de ruiner leur carrière et de se venger lorsqu'elle serait libérée. Mais ces menaces étaient vaines. Les agents l'escortèrent hors du bureau, menottée et silencieuse, ses cris se transformant en murmures étouffés tandis qu'elle réalisait que son règne de manipulation était terminé. James, quant à lui, fut immédiatement libéré et réhabilité. L'affaire provoqua une onde de choc dans toute la région, et nombreux furent ceux qui saluèrent son courage. Les injustices qu'il avait subies ne pouvaient être effacées, mais sa résilience, sa force, et sa détermination à faire éclater la vérité laissèrent une marque indélébile dans l'esprit de tous. Le procès d'Aïcha se déroula dans une salle comble, où le silence pesant révélait la gravité de l'affaire. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, dépeignant Aïcha comme une manipulatrice qui, au sommet de son arrogance, avait tenté de briser la vie d'un innocent pour satisfaire ses propres ambitions. L'attention du public ne faiblissait pas, et les témoignages accablants se succédaient, dressant un tableau sombre de ses manigances. Les jurés, attentifs, écoutèrent chaque témoin avec une concentration intense. Parmi les preuves les plus accablantes, les enregistrements de sécurité montrant Aïcha dissimulant le collier furent diffusés dans la salle d'audience.
Les spectateurs, médusés, retenaient leur souffle en découvrant les images de cette femme autrefois respectée dans sa communauté, prise en flagrant délit de trahison et de conspiration. Les témoignages de ses anciens associés, des employés du palais et du jardinier, qui devint le héros discret de l'affaire, confirmèrent l'étendue de la manipulation d'Aïcha. Chacun relata ses interactions avec elle, évoquant la peur qu'elle inspirait et les pressions subtiles qu'elle exerçait pour s'assurer de leur silence. L'avocat de la défense tenta de plaider la manipulation et les circonstances atténuantes, mais face aux preuves accumulées, ses arguments semblaient dérisoires. Lorsque le moment fut venu pour Aïcha de s'exprimer, elle tenta d'adopter une attitude digne. Elle affirma que tout cela n'était qu'une machination montée contre elle par ses rivaux, que son influence et sa réussite avaient fait des envieux. Mais les jurés, ayant observé de près la montagne de preuves accumulées contre elle, restèrent de marbre. Les mots de James résonnaient encore dans l'esprit de tous, rappelant que cette femme avait froidement tenté de lui faire porter le fardeau de ses propres actes. Après plusieurs jours d'audience, le moment fatidique arriva. Les jurés, silencieux et graves, se retirèrent pour délibérer. Les minutes passaient, les visages tendus trahissant l'enjeu de leur décision. Pourtant, il ne leur fallut que quelques heures pour se prononcer, coupables de vol et de complot. Aïcha écouta le verdict sans un mot, son visage désormais figé par une résignation teintée de colère et de désespoir. Le juge, dans un silence solennel, rendit sa sentence. Aïcha, vous êtes condamnée pour les crimes de vol, de complot et d'abus de pouvoir. Vous avez non seulement volé des biens matériels, mais vous avez tenté de voler la liberté et l'honneur d'un innocent. Pour cela, votre sentence sera la même que celle que vous avez souhaitée pour James, la chaise électrique. À l'annonce de cette décision, un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Aïcha, qui avait jusque-là gardé une apparence de dignité, se décomposa sous le poids de cette sentence implacable. Les gardes s'approchèrent pour l'escorter hors de la salle, et les spectateurs, émus par la justesse de cette justice inespérée, observèrent cette scène avec gravité. James, qui avait suivi le procès en silence, ressentit une profonde libération. La justice avait triomphé, et l'avenir, autrefois assombri par l'injustice et les fausses accusations, s'ouvrait enfin devant lui, baigné d'une lumière nouvelle. Le jour de l'exécution d'Aïcha, une atmosphère de justice planait sur le lieu, épaisse et palpable. Les murs du palais résonnaient des murmures des témoins, chacun conscient que ce moment marquait la fin d'un chapitre tragique. James, libéré mais encore marqué par l'expérience, assistait à la scène, le cœur lourd. Il savait qu'il n'avait pas seulement échappé à la mort, mais qu'il avait aussi réussi à faire éclater la vérité, à redonner un sens à sa propre existence. Dans la salle d'exécution, Aïcha, toujours arrogante malgré sa situation, se tenait devant la chaise électrique, une expression de défi peint sur son visage. Elle tentait désespérément de faire appel à son influence, lançant des regards suppliants à ceux qui l'entouraient, mais ses cris de désespoir furent balayés par le silence déterminé des autorités. Les gardes, imperturbables, l'attachaient avec une précision mécanique, leurs gestes témoignant d'une routine ancrée dans la rigueur. « Je ne suis pas coupable. »« Vous ne pouvez pas faire cela », hurla-t-elle alors que les électrodes étaient fixées à ses tempes, sa voix pleine de rage et de désespoir. Mais ces cris, même amplifiés par l'écho des murs froids, ne parvinrent pas à ébranler la conviction de ceux qui l'entouraient. Ils savaient, comme James, que la justice avait été trop longtemps bafouée. James, bien que soulagé par cette issue, éprouva une émotion conflictuelle. Il n'éprouvait pas de joie à la pensée de la souffrance d'Aïcha, malgré les ravages qu'elle avait causés. Après tout, il avait été le témoin de l'effet corrosif de la cupidité et de la manipulation sur une âme humaine. Le souvenir des moments passés à craindre pour sa vie, à se demander s'il serait un jour libre, le hantait encore. Lorsque le courant fut activé, une lumière vive et presque surnaturelle éclaira la pièce, accompagnée d'un bourdonnement sinistre. C'était comme si l'énergie libérée représentait la lumière de la vérité éclatant dans l'obscurité. Aïcha, la reine déchue, reçut son châtiment, son corps se convulsant sous l'effet de la décharge électrique, et James se sentit enfin libre. Une liberté qui n'était pas uniquement celle d'échapper à la mort, mais celle d'avoir brisé le cycle de la peur. Il savait qu'il devait reconstruire sa vie, un chemin semé d'embûches, mais il était déterminé à ne jamais oublier les leçons apprises de cette expérience.
Le souvenir des victimes innocentes et des sacrifices nécessaires pour faire éclater la vérité le hantait. Ce fut une renaissance, un nouveau départ sur lequel il était résolu à fonder son avenir. L'histoire de James se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre, transformant sa souffrance en un symbole d'espoir et de résilience. Les gens commencèrent à parler de lui non pas comme d'un simple domestique, mais comme d'un héros qui avait eu le courage de défier le pouvoir et de faire éclater la vérité. Dans les semaines qui suivirent, des rassemblements furent organisés en son honneur, des discussions animées s'engagèrent sur la justice et l'intégrité, et il devint un porte-parole pour ceux qui, comme lui, avaient souffert en silence. James se transforma peu à peu en un acteur du changement, utilisant son expérience pour sensibiliser aux injustices qui prévalaient dans sa communauté. Ses discours passionnés touchaient le cœur des gens, et il fut bientôt invité à prendre la parole lors de forums sur les droits civiques. Le récit de son combat contre Aïcha devint une légende locale, un récit qui encouragerait les autres à se lever contre l'injustice et à défendre ce qui était juste. À travers sa douleur et sa résilience, James trouva un sens à sa vie, une nouvelle voie tracée par la lumière de la vérité. Le monde autour de lui commençait à changer, et il était déterminé à être un catalyseur dans cette évolution. Sa quête de justice n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer.